Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews et sur Europe 1, la colère et l'émotion à Tauriac en Corrèze, d'où était originaire Justine. Cette jeune femme de 20 ans portée disparue depuis samedi soir. Le principal suspect a avoué l'avoir tuée et violée. Un corps sans vie a été retrouvé à proximité du domicile de ce jeune agriculteur. Nous suivrons en direct la conférence de presse du procureur de Limoges aux alentours de 18h30. Les proches de Justine sont sous le choc. Une marche blanche sera organisée samedi à 14h à Brive-la-Gaillarde. Et puis à Roanne, la garde à vue se prolonge pour le père de famille qui avait passé à tabac un jeune homme qu'il soupçonnait d'avoir sexuellement agressé sa petite fille de 6 ans. Il est interrogé avec 3 de ses amis. Le jeune homme qui a porté plainte contre eux est toujours en détention provisoire. On sera sur place dans un instant. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. News, un corps sans vie a donc été retrouvé près du domicile du principal suspect de la mort de Justine. Il pourrait s'agir du corps de la jeune femme. Elle n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en discothèque ce week-end à Brive-la-Gaillarde. Un agriculteur de 21 ans a avoué l'avoir tué et violé. Des traces de sang ont été retrouvées dans la chambre et la voiture de ce suspect qui est en ce moment présenté à un juge d'instruction à Limoges. Le procureur va tenir une conférence de presse que nous suivrons sur les antennes de CNews et d'Europe 1. À Roanne, le père de famille est à l'origine d'un passage à tabac en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir, avec 3 de ses amis, frappé un mineur. Ce dernier est accusé d'avoir sexuellement agressé sa petite fille de 6 ans. L'avocat du père de famille s'est exprimé. Il s'étonne de cette décision de garde à vue. Écoutez-le. Complètement effondré parce que ça fait 2 jours qu'il tient sa femme à bout de bras, qui a très peur tout le temps, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui vit extrêmement mal la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un peu étonné par le placement en garde à vue parce qu'il s'est déjà expliqué sur les faits, en audition libre. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a complètement assumé sa responsabilité. Voilà pour cette affaire de Roanne. En Iran, les forces de sécurité ouvrent le feu sur des manifestants. Des tirs en marge d'un hommage à Mahsa Amini, décédé le 16 septembre. Après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté, sa mort a déclenché une vague de contestation sans précédent depuis 3 ans dans le pays. Enfin, des températures très élevées enregistrées encore ce jeudi sur une large partie du pays. 28 degrés à Biarritz, près de 30 degrés dans les Landes. C'est 11 degrés de plus que les normales de saison. Comment expliquer cet été indien? Réponse d'Alexandre Le Thor, météorologue. Ce qui se passe depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines, c'est des températures anormalement élevées. La raison, c'est qu'on a en gros une sorte de grosse dépression entre Astor et Islande. Il faut imaginer quelque chose qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, vu notre position géographique, ça nous fait remonter des vents de sud-ouest à sud avec de l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Voilà pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 18h02, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes avec Éric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, merci d'être là. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir Laurence. Bonsoir Nathan. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Le commissaire David Lebar, c'est avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA. Bonsoir. 2 affaires qui nous importent ce soir. Ce qui se passe en Corrèze autour de la disparition de Justine Vérac et puis Roanne avec ce père de famille qui est en garde à vue. Mais d'abord, bien sûr, c'est vers la Corrèze que nous nous tournons avec le corps de Justine Vérac dont on pense qu'il a pu être retrouvé tout près du domicile du suspect. On va tout de suite rejoindre sur place Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. Vous êtes, bonsoir Jeanne, tous les deux encore à Bénat, tout près du domicile du suspect. Que se passe-t-il sur place actuellement ? Eh bien Laurence, tout à l'heure, la police a levé le cordon de sécurité qui était jusqu'à présent mis en place à proximité du domicile du suspect. Nous sommes juste devant sa maison qui semble aujourd'hui en travaux. On a pu regarder à travers les fenêtres, on voit que le suspect était en train de la retaper. C'est aussi des informations qu'on a pu se procurer. Il faut savoir que ce suspect en question, ce principal suspect qui a avoué les faits au moment de sa garde à vue, eh bien, il y avait plusieurs indices concordants. Les indices qui se trouvent à proximité de là où nous nous trouvons, puisque des taches de sang auraient été retrouvées à la fois dans le domicile du suspect, mais aussi dans sa voiture. Et puis surtout, élément très important, c'est le sac calciné de Justine qui a aussi été retrouvé à proximité du domicile du suspect. Il faut vous décrire un petit peu l'endroit où on se trouve ici. C'est une zone très vaste, une zone boisée. C'est justement comme ça
qu'a décrit le jeune garçon de 21 ans aux enquêteurs quand il a indiqué à ses policiers où est-ce qu'il avait enterré le corps de Justine, cet homme qui avait été placé en garde à vue mardi, puisqu'il était, c'est ce que nous a dit la procureure de la République de Brive il y a quelques jours, il était la dernière personne à être vue en compagnie de Justine vivante. C'était la nuit de samedi à dimanche, à une sortie de boîte de nuit, alors qu'elle sortait, comme parfois elle le faisait le samedi soir avec ses amis. Cet homme qui donc aurait avoué l'avoir à la fois violé et tué avant de l'enterrer, ici à proximité de là où nous nous trouvons. Encore un tout petit mot, Jeanne Cancard. Vous avez rencontré des amis de Justine, de la victime. Ils décrivent tous une jeune fille calme, tranquille, paisible. C'est bien cela? Oui, une jeune fille souriante, bienveillante. Elle était aide-soignante à domicile. On nous disait justement que c'était finalement un métier qui décrivait assez bien sa personnalité, une personnalité très altruiste. Il faut savoir aussi que Justine, malgré son jeune âge, 20 ans, eh bien, elle était déjà maman d'un petit garçon de 2 ans. Elle était séparée du papa, mais avait un nouveau compagnon. C'est d'ailleurs ce compagnon qui, au petit matin, quand il a vu qu'elle n'était pas rentrée, vers 6h, a prévenu la maman de Justine pour lui dire qu'elle n'était pas revenue après sa sortie en boîte de nuit. Les parents qui ensuite dans la matinée ont prévenu les gendarmes. Il faut savoir que Justine, elle habitait depuis 2 ans environ à Tauriac, un village qui se situe à environ une demi-heure d'ici. Elle avait un petit appartement qu'elle occupait avec son fils juste à côté de ses parents, de sa famille. Elle avait plusieurs frères et sœurs. Ils étaient très soudés. Sa maman disait que tout le temps elle avait des nouvelles de sa fille, tout le temps elle la voyait. Une famille très soudée qui aujourd'hui est évidemment sous le choc. On a pu rencontrer des proches de Justine qui nous ont expliqué, particulièrement une amie qui nous a expliqué que si finalement Justine était potentiellement partie avec ce principal suspect, ce jeune agriculteur qui se prénomme Lucas, eh bien c'est finalement parce qu'elle le connaissait par des soirées, et que donc elle ne se serait pas forcément méfiée. Des amis qui aujourd'hui sont sous le choc, qui réalisent, mais qui jusqu'à présent gardaient toujours l'espoir que Justine revienne ici chez eux vivante. Merci beaucoup Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, et bien sûr nous aurons plus de précisions sur ce qui a pu se passer ce soir-là lorsque le procureur de Limoges prendra la parole tout à l'heure à 18h30. On vivra cette allocution en direct sur CNews et sur Europe 1. On va écouter la jeune femme que vous avez rencontrée, l'amie de Justine. Elle s'appelle Marie et elle est bien entendu sous le choc. Justine, c'était quelqu'un qui aimait la vie en fait, qui vivait sa vie comme tout le monde. Elle sortait pas beaucoup parce que elle était maman, logique. Mais elle avait besoin aussi de sortir. D'avoir sa vie de jeune. Mais tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Mais moi je voulais pas l'entendre. Et je pense que je veux toujours pas l'entendre. Après je pense qu'elle serait pas montée dans une voiture que la personne elle ne connaîtrait pas. Mais puisqu'elle connaissait Lucas, voilà, c'est pas méfier. Et puis ça aurait pu nous arriver à tous en fait. Voilà pour ce témoignage d'une amie de la disparue. Commissaire Le Bars, on est sur une enquête là, de grande ampleur. On a un faisceau d'indices concordants désormais sur ce qui a pu se passer. Oui, là, en 2 jours de garde à vue, on a... alors si on prend en compte le fait que les informations qui sortent sont avérées, on a des aveux, on a un individu qui aurait orienté les policiers sur le lieu où aurait été découvert le cadavre, mais ça c'est le procureur qui nous le dira, parce que il peut être aussi poursuivi pour recel de cadavre. Hein. C'est peut-être à prendre avec précaution. On avait des traces de sang dans son véhicule, il y avait les affaires qui étaient brûlées, donc je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'étonnement sur la conférence du procureur, même si l'individu, il faut le rappeler, va être mis en examen et donc va toujours être présumé innocent, même s'il y a énormément de charges contre lui. Hein, comme on dit, un faisceau d'indices qui commence à être extrêmement lourd. Et puis s'il a rendu des aveux, ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il puisse les retirer après pendant l'instruction, mais on part quand même sur une affaire qui a l'air assez clair dès le début, même si après il y a énormément de choses à établir. J'entendais le témoignage de la jeune fille. On ne sait pas si elle a été ramenée ou pas par cet individu, on ne connaît pas le motif, on ne sait pas si c'est un crime de frustration, un coup de sang, ou si c'est préparé, si c'est une vengeance, on ne sait pas tout ça. Ça changera beaucoup d'ailleurs la qualification pénale de l'affaire. Hein. Ça peut être un meurtre comme un assassinat. Donc voilà, il faut être très prudent. Moi je pense au fait que dans le témoignage, on entendait que c'était une jeune fille qui avait une joie de vivre. Hein. Toutes les jeunes filles à 20 ans doivent avoir une joie de vivre.
Elle l'aura plus. La famille, maintenant, va se retrouver dans un deuil épouvantable. Apparemment, en plus, elle a un petit enfant. Ils ont, dans ce malheur et dans ce crime abominable, puisque de toute façon, elle est décédée, ils ont déjà quelques éléments pour, non pas comprendre, mais de réponse, et ils auront le corps de leur fille, de la maman, enfin, quel que soit le degré de parenté. Ils ont déjà des réponses dans une enquête qui va être encore très longue, parce que il va falloir qu'il y ait une autopsie, il va falloir vérifier tout ce qui a pu se passer dans les motifs de ce crime. Mais voilà, on est sur une affaire très, très, très dure, mais une affaire de droit commun qui va avancer vite. Éric Nolot, il y a une accumulation d'affaires terribles ces derniers jours. On a le sentiment d'une accélération de la violence. Alors peut-être que c'est conjoncturel, et temporaire, et on le souhaite. Mais il y a cette impression de violence totale. Oui, puis il y a un point commun, parce que moi, ce qui me bouleverse dans cette affaire, c'est d'abord qu'une jeune femme qui avait toute la vie devant elle, l'ait perdue. Ce qui me bouleverse aussi, c'est l'horreur du crime qui est aggravée d'un viol, d'après ce qu'on sait. Mais ce qui me bouleverse, et c'est là où j'en viens au point commun entre toutes les affaires, c'est que nous affrontons une nouvelle fois l'énigme du mal. Alors nous essayons de l'appréhender, cette énigme du mal, avec des procédures. Il y a les procédures de la police, il y a les procédures de la justice, il y a les procédures émotionnelles. On annonce une marche blanche, encore une marche blanche comme à chaque fois. Nous faisons de notre mieux pour essayer d'appréhender cette énigme, mais ça reste une énigme. Comment quelqu'un peut tuer une jeune femme avec un visage angélique? Comment il peut commettre des crimes pareils? C'est la limite de notre entendement, c'est la limite de notre capacité à comprendre. Et dans toutes ces affaires, puisque une affaire surpasse l'autre en horreur, on est à nouveau confronté à cette énigme, en dehors de toute la compassion qu'on peut avoir pour des cas particuliers, pour la famille et pour son environnement. Il y a une dimension métaphysique, moi, qui me bouleverse. On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette disparition de Justine Vérac. Et puis voilà, on tentera de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête du principal suspect qui a passé des aveux et qui est désormais à Limoges, où une conférence de presse du procureur se tiendra d'ici quelques instants. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari. Je suis diabétique et j'aime me faire plaisir. Je sais que mesurer mon taux de sucre